du Monde 2026 est la plus diasporique de l'histoire. Sur les 1248 joueurs qui vont participer à la Coupe du Monde, 200 représenteront un pays dans lequel ils ne sont même pas nés. C'est-à-dire que 17% des joueurs du tournoi porteront le maillot d'une nation différente de leur pays de naissance. Évidemment, il y a des cas extrêmes comme Curaçao, ils ont 25 joueurs sur 26 qui sont pas nés à Curaçao. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'équipe B des Pays-Bas. On a aussi le Maroc à 14 joueurs qui sont pas nés au Maroc. Donc pour comprendre pourquoi il y a autant de joueurs qui décident de ne pas jouer pour leur pays de naissance, faut qu'on revienne sur l'histoire de la réglementation de la FIFA. Parce que comme vous doutez, on peut pas changer de sélection comme ça du jour au lendemain. Même si pour les premières Coupes du Monde on pouvait. Parce qu'il fallait juste avoir la nationalité en règle. On a par exemple l'exemple de Luis Monti qui a disputé 2 finales de Coupe du Monde consécutives avec 2 pays différents. En 1930, il avait représenté l'Argentine où il est arrivé en finale de Coupe du Monde, sauf qu'ils ont perdu cette finale. Du coup, il était tellement dégoûté qu'il a décidé de jouer pour l'Italie cette fois-ci. Et 4 ans plus tard, il joue une nouvelle fois la finale de la Coupe du Monde, cette fois-ci avec l'Italie, que cette fois-ci il gagne. Et même si les Argentins ils étaient vraiment en colère qu'il ait changé de sélection comme ça a pas fait changer les règles de la FIFA. Faudra attendre 1962 pour qu'il soit plus dur sur ses règles, parce que Di Stefano n'a pas joué pour un pays ni 2 pays, mais il a joué pour 3 pays. Parce qu'il a commencé sa carrière en jouant 6 matchs avec l'Argentine, après il en a joué 4 avec la Colombie, puis après il en a joué 31 avec l'Espagne. Donc imaginez si tous les joueurs pouvaient faire ça serait un foutoir le football international. Donc c'est là que la FIFA a durci les conditions. La règle était simple, désormais dès qu'un joueur commence avec l'équipe A de sa sélection nationale, il ne peut plus jamais changer de sa carrière. Mais c'était un petit peu problématique, notamment pour les joueurs précoces, parce que ces joueurs devaient choisir très tôt quelle sélection choisir. Et à cet âge, tu sais pas vraiment ce que tu veux. À cause de ça, le petit Messi a bien failli jouer pour l'Espagne. Mais grâce à cet homme, il a joué pour l'Argentine. Parce qu'en 2004, le mythique entraîneur argentin José Perkman, il était en voyage en Europe. Et il avait appris par je ne sais qui que le staff espagnol voulait sélectionner Messi pour représenter l'Espagne en U20 pour la Coupe du Monde. Et si ça s'était produit, ça aurait pas scellé son avenir, mais il y aurait très peu de chances qu'après il choisisse l'Argentine. Quand un jeune commence souvent jeune avec le U20, il finit avec les A toute sa carrière. Donc après avoir appris ça, Perkman il est reparti vite en Argentine pour aller voir Hugo Tocali qui était à cette époque le sélectionneur de l'équipe U20 d'Argentine et il lui a dit lui sélectionne-le rapidement. Ce gamin est un prodige, si l'Espagne nous pique, on est dans la merde. Donc finalement ils ont organisé un match d'urgence amicale entre l'Argentine et le Paraguay où l'Argentine a quand même mis 8-0 au Paraguay. Messi a marqué un magnifique but, puis après vous connaissez l'histoire, il a toujours joué pour l'Argentine. Et la sélection du Qatar et du Togo, ils ont fait la même, sauf que ils l'ont fait de manière illégale. Ah excusez-moi, 2 secondes, désolé. Oh, Kiki de Bondy, ça dit quoi? Bravo pour le doublé hier, c'est méchant. T'es pas content, le doublé? Dis-moi pourquoi tu m'appelles. Tips, pour cette Coupe du Monde, je dois absolument te conseiller un jeu. C'est Sorare, tu connais? Non, je connais pas. C'est quoi? En gros, pour cet été, il lance Sorare Set Color. C'est un set spécial pour la Coupe du Monde, avec des cartes des joueurs concernés dans cette Coupe du Monde. Sorare Set, c'est gratuit. Il faut absolument que tu le télécharges et que tu le partages à la commu. Bah vas-y, je télécharge ça et si j'aime bien, bah je le repartage, gros. Salut Tips, je vais m'entraîner. Salut mon gars. Donc les gars, je viens de télécharger le jeu et je dois vraiment vous le conseiller. Sorare, c'est un jeu de fantasy de football où tu deviens le manager et tu collectionnes les cartes de tes joueurs préférés. Mais tout ça c'est bien beau, comment que ça marche? En gros, chaque jour tu peux ouvrir un pack gratuit avec les joueurs de la Coupe du Monde et vu que c'est un jeu de hasard, t'as des chances d'avoir une carte d'un joueur de fou. En plus de ça, avec toutes les cartes que t'as, tu peux aligner jusqu'à 4 compositions. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans ce jeu, une équipe est composée seulement de 5 joueurs, un gardien, un défenseur, un milieu et un attaquant et un joueur extra. Par contre, le joueur extra, ça peut pas être un gardien de but. Si tes joueurs performent dans la vraie vie, t'atteins l'objectif de points requis et tu montes step by step dans le jeu. Comme tu doutes, plus tu montes en niveau, plus t'es récompensé. Pour cette Coupe du Monde, tu peux gagner jusqu'à 1000 € avec Sorare et en plus de ça, t'as plein d'autres nouveautés dans le jeu. Évidemment, je suppose t'as pas envie seulement de jouer tout seul, tu veux jouer avec les copains. Et bah, tu peux jouer en squad avec les copains. Tu peux même gagner des maillots dédicacés de Mbappé et même des week-ends VIP pour la saison pro. Et vous savez, je suis pas un bâtard, je peux pas vous laisser comme ça sans cadeau. J'ai négocié avec Mbappé qui est investisseur dans ce jeu. Je lui ai dit, je veux bien partager avec la commu ton jeu, mais il va falloir que tu leur fasses un petit cadeau. Le cadeau, il est simple. En téléchargeant Sorare, dans mon lien en description ou en commentaire épinglé, tu mets le code TIBS et t'as un pack Gold offert où t'as des très fortes chances d'avoir un joueur de fou. Alors si t'es prêt à vibrer pour cette Coupe du Monde et montrer à tes potes que t'es le meilleur, on se retrouve sur Sorare. Donc on revient pour qu'on montre comment le Qatar a ramené des joueurs illégalement. Faut savoir qu'en 2004, la fédération qatarienne voulait absolument le joueur du Werder Bremen qui était brésilien, Ayrton. Sauf que comme vous vous doutez, entre le Brésil et le Qatar, je pense que le choix était vite fait. Il y en a un qui est 5 fois champion du monde et l'autre qui avait jamais participé à une Coupe du Monde. Surtout qu'il avait aucune origine du Qatar. Alors à votre avis, comment ils l'ont convaincu de rejoindre la sélection du Qatar? Petit indice, gling gling gling, la fédération qatarienne lui a offert plus d'1 million d'euros pour rejoindre le Qatar. Donc comment refuser une telle offre? Alors il a fait tous les
papiers nécessaires pour rejoindre cette sélection. Et comme vous doutez, il a été énormément critiqué pour ce choix, qui venait pas du cœur, mais qui était là que pour l'argent. Il lui a répondu: l'argent n'est pas le facteur déterminant ici, car je gagne déjà une bonne somme au Werder Bremen. Il a ajouté: si le Brésil m'ignore pour 2006, alors je devrais trouver une autre manière d'y aller. Évidemment, comme vous doutez, la FIFA a bloqué cette naturalisation, c'était beaucoup trop facile. Mais malgré cette défaite, le Qatar a quand même tenté avec d'autres joueurs comme Dédé, Leandro, deux joueurs qui étaient exceptionnels à cette époque, qui étaient à leur prime à Dortmund. Tandis que pour le Togo, eux aussi ont fait la même astuce que le Qatar, comme vous doutez, avec des sommes bien moins généreuses. Eux aussi c'était avec des joueurs brésiliens, c'était avec Hamilton, Mikimba, Cristiano Fabinho et même Alessandro Faria. Comme vous doutez, ça a pas marché, mais après ça, la FIFA a encore plus durci la réglementation. Désormais, tu pouvais pas choisir une sélection aussi facilement. Pour choisir une sélection, tu devais avoir une preuve, c'est-à-dire un lien avec le parent ou le grand-parent né dans cet autre territoire, ou y avoir résidé au moins 2 ans. Un chiffre qui augmentera dans les années à venir parce qu'il passera à 5 ans. À cette époque, Blatter, le président de la FIFA, avait déclaré: si nous ne nous occupons pas des invasions de joueurs brésiliens vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, alors lors des Coupes du Monde 2014 ou 2018, sur les 32 équipes, nous en aurons 16 remplies de footballeurs brésiliens. Et les sanctions pour les sélections qui ne respectaient pas cette règle étaient hyper sévères, alors croyez-moi, ils tentaient pas. Dites-vous que la Syrie a été exclue du Mondial 2014 à cause de ça, parce qu'ils avaient dans leur sélection Georges Morad. Le problème, c'est qu'il avait déjà joué pour la Suède, et le changement de sélection avait pas été clair, il avait été fait hyper discrètement, donc la FIFA a décidé d'exclure la Syrie des qualifications de 2014. On a aussi eu la Bolivie pour la Coupe du Monde 2018, ils avaient aligné pendant 2 matchs le Paraguayen Nelson Cabrera, avant que la FIFA ne décide qu'il n'était pas éligible, et donc les 2 matchs où il a participé pour ses qualifications, même si la Bolivie a fait match nul contre le Chili et ils avaient gagné contre le Pérou, la FIFA a décidé que c'était pas clair encore, donc ils ont finalement annoncé que la Bolivie avait perdu ces 2 matchs, donnant les points aux autres équipes. Mais bref, avec cette nouvelle règle, on aurait pu se dire les joueurs étrangers devraient baisser et non augmenter au fil du temps. Sauf qu'en 2020, il y a une modification qui a été faite, qui a tout changé. Et l'homme qui a causé ce changement sans le vouloir, c'est Mounir El Haddadi. Ce footballeur, il est né à Madrid, donc en Espagne, sauf que son papa, il est marocain et sa maman, elle est espagnole. Ça veut dire qu'il possédait les 2 nationalités, comme beaucoup de personnes espagnoles, vu qu'il y a beaucoup d'immigration marocaine vers l'Espagne, c'est à côté. Mais ce gamin, c'était un prodige. En 2014, il était déjà dans l'équipe première du FC Barcelone, alors qu'il avait 19 ans. Et à ce moment-là, des attaquants de la sélection espagnole, Diego Costa, se blessent. Donc la sélection espagnole décide de recruter El Haddadi. Plus précisément, c'est le sélectionneur Vicente Del Bosque qui était l'entraîneur de l'Espagne à cette époque. Et à ce moment, il jouait les qualifications pour l'Euro 2016, donc des matchs officiels, pas des matchs amicaux. Lors du match contre la Macédoine que l'Espagne gagne 4-1, il jouera 13 minutes, donc ça veut dire que son avenir était scellé. Il jouerait toute sa vie pour l'Espagne. Mais le problème, c'est que comme beaucoup de prodiges, malheureusement, il a perdu en niveau, il a pas pu faire face à la pression. Bref, il avait plus du tout le niveau pour l'Espagne. Par contre, il avait encore le niveau pour l'équipe marocaine. Et l'équipe marocaine le voulait vraiment. Surtout qu'ils étaient qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Ils ont tout fait pour l'avoir. Sauf qu'à chaque fois qu'ils allaient voir à la FIFA, l'argument était toujours le même. Je suis désolé les Marocains, mais il a joué 13 minutes avec l'Espagne. Les règles sont claires. Quand tu joues pour la première fois avec l'équipe A pour un match officiel, ton destin est scellé. Donc désolé les petits Marocains, allez recruter un autre joueur. Lui, il joue pour l'Espagne. Mais les Marocains, ils disaient il a plus le niveau pour l'Espagne. Faut qu'il vienne chez nous. La FIFA, ils ont fait la sourde oreille. Mais dites-vous que le sélectionneur espagnol qu'il avait sélectionné hyper jeune s'en voulait lui-même. Il avait dit en interview: je me sens coupable que Mounir ne puisse pas jouer avec le Maroc. Le cas de Mounir est une injustice. Je pense qu'il devrait jouer avec le Maroc. Donc là, la fédération marocaine et d'autres fédérations qui étaient dans le même cas qu'elle ont poussé les règles de la FIFA pour que ça s'arrête. Leur argument, c'est qu'un footballeur peut être lié à ces 2 cultures, donc c'est injuste qu'ils doivent choisir si jeunes. Ils devraient pas être forcés à prendre une décision aussitôt. C'était pas le seul à être passé dans une étape pareille. On a aussi Bojan Kirkic, je sais pas si vous vous souvenez de lui, mais lui aussi c'était un prodige de l'Espagne, c'était le cousin éloigné de Messi en plus. Bref, on pensait vraiment qu'il allait avoir la carrière de Messi. Donc quand il était à son prime, hyper jeune, il avait choisi l'Espagne, le pays où il est né. Sauf qu'évidemment à un moment il avait plus le niveau pour l'Espagne et il voulait donc jouer pour son pays d'origine, la Serbie, mais il a pas pu. Tandis que Diego Costa, lui, il avait choisi le Brésil au début, sauf que c'était un match amical, pas un match officiel. Donc il a pu choisir l'Espagne après, il a eu de la chance, parce que je suis pas sûr qu'il aurait autant joué avec le Brésil. On a aussi Oussem Aouar, qui quand il était à son prime à Lyon, il avait choisi l'équipe de France, sauf que la chance qu'il a eu, il a joué un match amical contre l'Ukraine. Donc après, quand il avait plus le niveau pour l'équipe de France, le pays où il y a le plus de concurrence, il a choisi l'Algérie, où là il était dans la réglementation. Je vous ai dit qu'il y avait un grand changement en 2020. Ce changement, c'est grâce à toute la pression des fédérations marocaines et tout, qu'on réussit à changer cette règle. Donc début 2021, désormais un footballeur peut changer de sélection tant qu'il n'a pas joué plus de 3 matchs officiels avec l'équipe A de la sélection qu'il a choisi. Par contre, avant ses 21 ans. Et aussi, il faut pas que ce soit des matchs de Coupe du Monde, d'Euro, de Coupe d'Asie ou même de Copa América. Donc Mounir a pu choisir la sélection marocaine et il a été vraiment reconnaissant envers les Marocains parce qu'il l'a dit après en interview: on vient de m'informer que je peux enfin jouer pour le Maroc, c'est une fierté pour moi de représenter ce
pays après tout le travail qui a été fait pour changer ma situation. Dieu sait à quel point ils ont mis la pression à la FIFA. Donc c'est grâce à ces changements aussi qu'on voit des cas extrêmes comme le Cap-Vert, Curaçao ou le Maroc qui ramènent plein de talents qui ne sont pas nés dans leur propre pays. On a quand même 25 joueurs sur les 26 qui sont pas nés à Curaçao, ils sont tous nés aux Pays-Bas parce que pour ceux qui savent pas, Curaçao c'est une ancienne île appartenant aux Pays-Bas, désormais elle est indépendante même s'il y a toujours des liens avec le Pays-Bas. Donc c'est pour ça que beaucoup l'appellent l'équipe B du Pays-Bas. Et cette sélection elle est hyper récente. Faut savoir qu'elle existe depuis 2011. Donc on a des recruteurs qui ont fait tous les Pays-Bas pour recruter les meilleurs talents qui étaient hyper bons mais qui n'avaient pas le niveau pour les Pays-Bas et donc qui pourraient potentiellement être intéressés par Curaçao. Là où ça a vraiment changé c'est en 2015 quand ils ont ramené la légende Patrick Kluivert en tant qu'entraîneur de l'équipe et donc forcément ça a ramené énormément de joueurs. Et comme vous savez, le territoire néerlandais est l'un des meilleurs endroits pour former les joueurs. C'est pas pour rien que la sélection des Pays-Bas est l'une des meilleures du monde. Ça m'étonnerait pas qu'ils nous fassent une très bonne Coupe du Monde encore. Regardez les talents qu'ils ont. L'académie de l'Ajax Amsterdam est l'une des meilleures au monde. Combien de cracks viennent de chez eux? Lear, De Jong, Ziyech et j'en passe. Mais le Cap-Vert aussi en profite parce qu'eux aussi prennent des cracks, notamment français. On a par exemple Logan Costa qui est né en France, qui a été formé au stade de Reims. Il est passé par Toulouse et Villarreal. Ce gars-là est vraiment un crack. Mais la sélection française est tellement dure qu'il a choisi le Cap-Vert, là où sont ses origines. Mais ce qui est aussi drôle là-dedans, c'est leur pratique de recrutement. Dites-vous que Roberto Lopez a été recruté par le Cap-Vert sur LinkedIn. Au début, il a même cru que c'était un spam le truc. Mais les meilleurs là-dedans pour recruter des joueurs à l'étranger, c'est le Maroc. Parce qu'eux, ils prennent pas les joueurs très bons, mais qui n'ont pas le niveau pour la sélection où ils sont nés. Eux cherchent à prendre les meilleurs joueurs du monde. Même s'ils ont le niveau dans le pays où ils sont nés, ils viennent convaincre ces joueurs de jouer pour eux. Le cas le plus semblable, c'est Hakimi, qui est né en Espagne, qui aurait pu choisir l'Espagne. Il avait clairement le niveau pour l'Espagne, c'est l'un des meilleurs au monde. Surtout que c'est l'un des seuls postes où l'Espagne a une lacune. S'il avait choisi l'Espagne, il aurait gagné l'Euro 2024. Il pourrait gagner la Coupe du Monde avec eux. Sauf que la fédération marocaine a réussi à le convaincre de venir au Maroc, son pays d'origine, là où sont nés ses parents. Et Hakimi, lui, a convaincu carrément Diaz, qui lui aussi aurait pu jouer pour l'Espagne, mais qui finalement a choisi le Maroc, influencé par Hakimi, qui avait été influencé par le Maroc. Celui qui l'a convaincu, c'est Nasser Largué, qui a été le directeur sportif du Maroc de 2014 à 2019. Et pour les convaincre, il allait les voir face to face. Il voyageait dans tous les pays d'Europe et il faisait tout pour les convaincre. Au début, il se concentrait sur des joueurs de 18 ans. Le problème, c'est qu'il s'est rendu compte qu'à 18 ans, c'était déjà trop tard. Ils sont majeurs, les gamins. Ils savent ce qu'ils veulent. Par exemple, Aflé avait le choix entre les Pays-Bas et le Maroc. Il a préféré choisir les Pays-Bas et a refusé la proposition du Maroc. Donc, il voyait bien tous ceux qui étaient disponibles, c'est tous ceux que la France, la Belgique, l'Espagne avaient rejetés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre les meilleurs joueurs du monde? Ils sont descendus dans des catégories plus bas, vers les U15, où les gamins sont hyper influençables. Et ils analysaient les meilleurs et ils allaient voir ces petits gamins en les convainquant que le Maroc, c'était le pays à choisir, c'était le pays du futur du football. Et ils leur disaient, petit, si tu choisis le Maroc, t'auras 2 paquets de bonbons. Alors que si tu choisis la France, tu vas te blesser. Bon, évidemment, ça se passait pas comme ça. Mais vous vous doutez qu'ils ont un peu manipulé les gamins. Et dites-vous qu'ils allaient même voir les jeunes des équipes nationales. C'est-à-dire que souvent, ils surveillaient les jeunes de l'Espagne. Ils allaient voir les meilleurs qui avaient des origines marocaines pour les convaincre. Encore Hakimi, le plus clair, le directeur sportif du Maroc avait dit, s'il y avait une demande de son pays natal, il était assez normal de lui donner la possibilité d'y aller. J'étais d'accord pour qu'il puisse comparer parce que je n'aurais pas voulu qu'il me reproche toute sa vie de l'avoir forcé à choisir le Maroc. Donc ils l'ont pas forcé, il l'a juste influencé à tester. Et peut-être aussi Hakimi a choisi le choix du cœur pour rendre fier la mama. Aussi les recruteurs marocains jouaient énormément sur la concurrence qu'il y avait, surtout en Espagne et en France. Diaz, c'est sûrement ce qui l'a influencé quand il a vu la concu qu'il y avait en attaque en Espagne. Même s'il a un talent fou joueur, il a préféré le Maroc où là il aurait une place de leader. Et enfin pour finir avec le Maroc, ce qui a vraiment convaincu les joueurs comme Hakimi ou Diaz ou Ziyech, c'est le développement du football marocain. Parce qu'ils ont une vision, ils promettent à ces joueurs qu'ils vont gagner de grands titres avec le Maroc. Mais au-delà de ça, le roi du Maroc, Mohamed VI, investit énormément dans le football. Pour la Coupe du Monde 2030, ils vont investir énormément, mais ils investissent aussi énormément dans des centres de formation pour que les gamins marocains ne partent pas en Europe pour se former, mais se forment directement au Maroc et après choisissent la section du Maroc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, choisir l'équipe du Maroc, c'est un bon choix. Par exemple, Fellaini, qui avait la nationalité marocaine et belge, en 2008, c'est le meilleur milieu relayeur du monde. Il avait été transféré quand même 32 millions d'euros à Manchester United, qui était la meilleure équipe à cette époque, et donc il était convoqué par la fédération marocaine et la fédération belge. Finalement, il a choisi la fédération belge et ça a payé parce qu'en 2018, ils ont quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions. C'était la génération dorée, Lukaku, Courtois, De Bruyne. Mais quand on voit aujourd'hui le cycle, est-ce qu'il aurait fait le même choix? Parce que là, on a le Maroc qui, eux, ont une génération dorée et le Brésil qui ont une génération vieillissante. Donc ça aussi, ça joue le cycle. Donc toutes ces nations qui n'ont pas énormément de joueurs qui sont nés dans le propre pays, elles font peur. Par exemple, le Maroc, qui ont un vivier exceptionnel. Dans quelques années, ils auront le niveau des plus grandes puissances européennes. On a aussi d'autres pays comme le Sénégal qui a gagné la CAF et qui peut faire une très belle Coupe du Monde, mais qui a aussi énormément de joueurs français. Donc comme je vous l'ai dit, ce mondial 2026 est le plus diasporique du monde, une tendance qui va pas s'arrêter. Donc ça ne m'étonnerait pas que bientôt le prochain champion du monde ne vienne ni d'Amérique
d'Amérique du Sud ni d'Europe, mais peut-être d'Afrique. C'est la fin des vidéos, j'espère qu'elle vous a plu. Je veux juste finir cette vidéo où j'ai un petit avis controversé. C'est que là je vous ai parlé des joueurs, mais il y a aussi les entraîneurs où devrait y avoir des règles, je suis désolé. Ça me dérange de voir Ancelotti qui de base est italien jouer pour le Brésil, voir Tourelle qui de base est allemand jouer pour l'Angleterre. Tout ça, ça me dérange à un point. Je n'aimerais pas avoir un entraîneur étranger. Bref, devrait y avoir des règles pour ça. Je sais pas si un jour il y aura, mais peu importe, moi ça me dérange. Et en cette fin de vidéo, j'en profite aussi pour remercier Sorare, le sponsor de la vidéo. Si vous saviez le taf que ça demande ces vidéos, je vous jure, le tournage, les recherches, l'écriture, le montage, c'est un taf monstrueux. Donc c'est grâce au sponsor que je peux vous faire un tel travail. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger Sorare, le lien est en description. Avec le code TIPS, t'as un pack gold où t'as de très grosses chances d'avoir un jour de fou. Je vous jure, jouer entre amis, c'est exceptionnel. Le lien est en bio et merci encore à Sorare.